Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir, un soir de semaine. Je voulais remercier en tout premier lieu le CPTS de Neuilly qui nous a aidés dans l'initiative et le déploiement du projet avec Laure-Hélène aux manettes. Merci beaucoup. Donc, je suis Marion Durand, je suis une des 2 chirurgiens thoraciques de la maison et je voulais vous faire un petit topo d'introduction parce que le thème de ce soir, c'est parler du dépistage du cancer du poumon, qui est une problématique contemporaine et je voulais en montrer quelques éléments. Donc, la chirurgie thoracique s'intéresse essentiellement à la cancérologie pulmonaire. C'est le cœur de l'activité, ça représente plus de 90% de nos indications chirurgicales. La chirurgie thoracique intervient un peu dans le diagnostic du cancer avec les différentes biopsies que l'on peut réaliser, mais essentiellement dans la partie thérapeutique. Et le traitement du cancer du poumon consiste à retirer des morceaux de poumon, en général des morceaux anatomiques, des lobes, des segments, des poumons parfois, avec l'écurage de ganglions. Et il y a aussi un peu de chirurgie qu'on peut qualifier de palliative, la chirurgie sur la plèvre, quand les épanchements pleuraux sont symptomatiques, pour talquer, qui sont souvent combinés aussi avec du diagnostic. Cette chirurgie s'est beaucoup transformée ces dernières années et l'axe qu'on a beaucoup développé ici est l'axe de la chirurgie mini-invasive et la chirurgie dite robotique, qui est en fait une chirurgie de télémanipulation pour passer à 2 niveaux, les niveaux B1 et B2. Donc B2, ce sera le niveau le plus élevé et qui permet de prendre en charge des malades lourds avec des équipes chirurgicales qui peuvent être multiples pour les cancers localement avancés, le recours à la CEC, une réanimation de niveau important. Et donc, nous avons tout ça ici, ce qui nous permet de déployer notre projet de pathologie thoracique. Donc, le cancer pulmonaire, c'est un problème de santé publique mondiale. Et en fait, le cancer du poumon, c'est le plus fréquent et c'est le plus mortel. Et sous nos latitudes, ça, c'est des données de l'INCa qui sont un peu plus récentes, c'est un peu plus de 50 000 nouveaux cas par an en France, essentiellement encore des hommes, on va dire 2 tiers d'hommes, avec un âge moyen de diagnostic à 68 ans. C'est le 3e cancer en fréquence en France parmi ce qui est diagnostiqué et c'est la première cause de décès par cancer. Cette étude aussi est très intéressante, c'est une étude de cohorte qui a été faite en France avec 3 cycles de cohorte, en 2000, 2010 et 2020, en prenant des groupements d'hôpitaux régionaux français avec des groupes de malades qui vont entre 5 et 9 000 et qui permettent d'avoir un peu une idée sur ce début de siècle, sur les progressions qu'on a pu faire, tant sur l'épidémiologie que les résultats. Et ce que l'on remarque, c'est qu'au cours des 3 dernières décennies, on a une proportion croissante de femmes et une proportion croissante très importante de sujets non fumeurs, avec 24% de femmes non fumeuses qui ont des cancers du poumon, alors que c'était à moins de 10% début 2000. Ça reste un cancer qui est toujours avec un diagnostic fréquent à un stade métastatique. Et ça, on n'a absolument pas progressé, parce qu'en fait, ce sont les métastases qui sont symptomatiques et que le poumon, lui, ne l'est pas. Quant à la mortalité à 3 mois, qui peut nous donner un peu des indicateurs de l'amélioration de la thérapeutique, eh bien, on a fait des progrès. On a fait des progrès pour les formes localisées essentiellement, parce que on traite mieux les gens et probablement de manière moins traumatique. Sur les cancers également localement avancés, on a des améliorations, parce que dans les traitements combinés, on arrive probablement à faire mieux des traitements globaux qui comportent et de la chirurgie et des traitements médicaux. Mais par contre, pour le cancer métastatique, on ne sent pas encore vraiment les impacts. Donc tout ceci pour dire que l'enjeu est vraiment au diagnostic des formes précoces. Et alors, une autre chose qui est intéressante, c'est quand on regarde ces formes précoces, parce que quand on reprend les stades de cancer, le stade 1, c'est une tumeur de moins de 3 cm sans atteinte ganglionnaire. Eh bien, on voit bien que c'est très hétérogène, ce groupe. Et que en fait, quand on est un groupe avec une tumeur de moins de 1 cm, on a une survie à 5 ans à 92%, qui se rapproche pas mal de la survie d'espérance de vie d'un groupe de population de cet âge-là. C'est déjà impacté quand on est entre 1 et 2 cm, et entre 2 et 3 cm, on n'est qu'à 77% de survie à 5 ans. Et ça, ce sont des stades pour lesquels, normalement, on ne propose que de la chirurgie. Donc, il y a un vrai enjeu à diagnostiquer le cancer tôt, mais à diagnostiquer le cancer très tôt. Donc, l'objectif, c'est comment on fait pour diagnostiquer des cancers de moins de 1 cm.
Cette autre image à droite montre un peu les distributions. Ça, c'était dans l'étude Nelson, qui a été la grande étude dont je pense que tu nous parleras un peu tout à l'heure. Les distributions des nodules que l'on découvre chez les gens qui sont fumeurs. Et en fonction de ces localisations, eh bien, l'accessibilité n'est pas simple du tout pour avoir des diagnostics préopératoires. Parce que le paradigme du chirurgien thoracique, c'est comment aller à la chirurgie très tôt pour quelque chose dont on n'a pas de diagnostic, mais dont on peut avoir une suspicion forte avec un croisement d'éléments, un PET scan, un tableau, un profil clinique de fumeur, une image qui ressemble beaucoup à un cancer. Donc, au bout d'un moment, on se dit, c'est un peu comme le Canada Dry, qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'un cancer? Donc, on y va. Mais préparer quelqu'un à la chirurgie, qui est une chirurgie qui n'est pas anodine, sans éléments qui peut leur faire intégrer, fait rencontrer également des difficultés. Et donc, en fonction des localisations, on a différents outils pour aller explorer le poumon. Le premier outil, c'est la fibroscopie bronchique, qui permet d'avoir des diagnostics pour des tumeurs qui sont relativement proches, voire avec des présences endobronchiques. Ensuite, il y a la fibroscopie avec les techniques un peu plus avancées. Il y a également la biopsie sous scanner, là c'est les radiologues qui s'occupent de ça. Et puis après, il y a les biopsies chirurgicales. Alors c'est vrai que les biopsies chirurgicales, on essaye d'éviter parce que c'est un peu trop invasif. Mais parfois, on est obligé d'avoir recours à ces techniques pour avoir un diagnostic. Donc pour le dépistage, ça fait quand même un certain temps que des études sont faites et sur le screening des patients qui sont d'anciens fumeurs, on sait qu'il y a un vrai bénéfice à découvrir des lésions très tôt. Ça a un impact sur la mortalité et la survie. D'ailleurs, même sur la mortalité et la survie toutes confondues. Donc, il y a eu plusieurs études. Ça, c'est encore une publication récente du New England avec un groupe important de gens. Mais là, encore, c'est des hommes fumeurs. Et dans beaucoup de ces études, on retrouve des hommes fumeurs. Et donc, à côté, on se dit, mais que faut-on des femmes non fumeuses? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi maintenant des publications sur des dépistages qui sont faits, ou des screenings sur des non-fumeurs et des populations de non-fumeurs, ou même chez les non-fumeurs, il y a jusqu'à 2% de découverte de nodules sur les scanners de dépistage. Dans les outils de diagnostic, avec toutes les équipes, l'équipe multidisciplinaire qui compose en fait une équipe de pathologie thoracique, donc pneumologues, les oncologues, les radiologues, les radiothérapeutes, les chirurgiens et les anapathes. On est tous, en fait, engagés dans cette démarche diagnostique et dans la collaboration. Et pour ça, on a différents outils qui sont les outils d'exploration qui peuvent être dans le bloc d'endoscopie sous les mains des pneumologues, la fibroscopie, les bus, la mini-sonde. Probablement, la petite image que vous voyez, c'est un navigateur robotique de bronchoscopie qui, lui, va bientôt être dans les mains des pneumologues et des chirurgiens. Et ça peut se faire selon différents parcours, en hôpital de jour, en ambulatoire ou au cours de certaines hospitalisations. Et puis pour le traitement, je dirais que tout le monde est engagé aussi dans la démarche. C'est vrai qu'il y a un traitement, la pierre angulaire du traitement curatif du cancer du poumon reste avec la chirurgie, mais la chirurgie ne suffit pas. On a bien vu sur cette première diapo. Et donc, il y a le traitement médical avec les oncologues. La radiothérapie a aussi tout à fait sa place dans la boîte à outils. Et j'ai remis aussi ce navigateur endobronchique qui probablement va s'inscrire à moyen terme dans des prises en charge de traitements endobronchiques guidés pour des ablations de petites lésions. Donc en conclusion, sur l'équipe locale entre la collaboration multidisciplinaire et les outils du plateau technique, nous avons tout pour être centrés sur le développement de la prise en charge des cancers du poumon. C'est une problématique de santé publique qui concerne les fumeurs et les non-fumeurs. C'est dépistable par scanner, on va voir ça juste après. Le traitement curatif est en évolution avec des progrès qui sont constants et majeurs sur les dernières années et encore avec d'autres choses à venir. Donc c'est vraiment une spécialité avec une dynamique aussi forte que la problématique est présente. La chirurgie a maintenant beaucoup évolué et sur les projets d'épargne parenchymateuse, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever des lobes, on va enlever des sous-lobes. On va essayer de garder le maximum de poumons parce que maintenant, on sait que plus on a de poumons, et mieux on vit et plus longtemps. Et c'est pour ça que tout ça doit se faire dans des centres experts, comme nous avons ici, avec l'expertise médicale, chirurgicale, et pour les prises en charge de ces tumeurs.
Marie-Laure Chabit, donc je suis radiologue au sein de la clinique et du centre de pathologie thoracique. Je vais vous parler du dépistage du cancer par scanner. L'intérêt du dépistage du cancer du poumon n'est plus à démontrer. Alors Marion a parlé d'une étude Nelson et en effet il y a deux études principales, l'étude NLST et l'étude Nelson, qui ont été réalisées ces dernières années sur un grand volume de patients. Il s'agissait donc de patients fumeurs de plus de 50 ans, une grande majorité étaient des hommes, et ils ont été suivis par scanner thoracique faible dose. Et ces études ont montré une baisse significative de la mortalité, estimée à 20% pour l'étude NLST et pour l'étude Nelson, 24% chez les hommes et 33% chez les femmes, donc ce qui est vraiment significatif. Mais la question, c'est comment on va le mettre en place, comment on va faire pour le mettre en place de façon organisée, comme c'est le cas par exemple pour le cancer du sein. Donc ça prendra un certain temps, le temps de définir les modalités, l'organisation et le coût financier. Mais sans attendre la mise en place de ce dépistage organisé, ce qui a été recommandé par différentes sociétés, notamment la Société d'imagerie thoracique, la Société de pneumologie de langue française, l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique. Vous pourrez même retrouver dans ce papier donc les recommandations, c'est de faire du dépistage dès maintenant, un dépistage individuel avec un scanner thoracique low dose chez les personnes qui étaient considérées comme à risque. Donc là, c'est vrai que ce sont les patients fumeurs ou anciens fumeurs, selon les mêmes modalités que les études qui ont montré l'intérêt du dépistage. Donc voilà, la population qui est concernée par ce dépistage individuel, donc ce sont les hommes et les femmes, et c'est vrai que c'est important d'insister sur les femmes qui sont finalement assez peu représentées alors qu'elles font partie l'augmentation du nombre de cancers du poumon est très important chez les femmes, il faut vraiment qu'elles soient incluses dans le dépistage. Quelle tranche d'âge? Ce sont donc les patients de plus de 50 ans. Alors, ce qui est recommandé, c'est ce qui a été fait dans les études. Ce sont des patients entre 50 et 74 ans. C'est la même tranche d'âge que pour le cancer du sein, pour la mammographie de dépistage. Bon, voilà, se poser la question de s'arrêter à 74 ans chez les personnes qui sont en bonne santé. On peut poursuivre le dépistage chez les personnes chez qui on pourra proposer un traitement curatif. Alors, ce sont donc des patients fumeurs ou anciens fumeurs. Ce qui est recommandé, c'est que le sevrage soit inférieur à 10 ans, voire même 15 ans. Faisons large. L'option de 15 ans paraît recommandée. Donc, les patients qui ont fumé depuis moins de 15 ans doivent être inclus dans le dépistage, parce qu'on a très régulièrement des découvertes de cancer, même longtemps après l'arrêt du tabagisme. Et concernant la consommation, ce qui est recommandé, alors c'est peut-être pas très simple à retenir, mais c'est plus de 15 cigarettes par jour pendant 25 ans, ou plus de 10 cigarettes par jour pendant 30 ans. Donc, ce qui compte là, c'est qu'on considère qu'il faut que ce soit un tabagisme quand même prolongé. Après, si on résume 10 cigarettes par jour pendant 30 ans, ça fait 15 paquets années, mais il y a quand même cette notion de durée, un tabagisme vraiment prolongé. Les modalités, ce sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour les études NLST et Nelson. Donc, c'est le scanner thoracique. Low dose, on définit sur le produit dose longueur qu'on met sur les comptes rendus une dose inférieure à 100 mg par centimètre. Donc, c'est largement suffisant pour dépister des nodules, que ce soit des nodules solides ou en verre dépoli. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des scanners ultra low dose. Là, c'est pas du tout ce qui est recommandé pour le dépistage, parce que ces scanners ultra low dose, c'est l'équivalent d'une radiographie face profil, alors que les scanners low dose, on est plutôt sur à peu près 7 à 8 radiographies face profil. Donc, ça sera peut-être l'avenir, mais pour le moment, la dégradation de la qualité du scanner sur les ultra low doses est trop importante pour que ça soit utilisé dans le cadre du dépistage. Notamment, tout ce qui est verre dépoli n'est pas du tout bien visualisé. Donc, low dose, pas d'injection de produit de contraste. L'injection du produit de contraste, ça aura un intérêt, notamment pour le bilan préopératoire, si on veut analyser les structures vasculaires, voir les formations ganglionnaires de façon précise. Donc voilà, si on veut faire un bilan d'extension ou un bilan préopératoire, on injectera, mais dans le cas du dépistage, ce n'est pas nécessaire.
Quel est le rythme recommandé? C'est un dépistage annuel. Alors, il y aura probablement des modifications, peut-être ça sera affiné avec le temps. En tout cas, ce qu'il recommande, c'est au minimum un dépistage annuel les 2 premières années, et après on peut passer à un dépistage tous les 1 à 2 ans selon le patient. Donc voilà, les patients à très haut risque, avec un tabagisme important, il faut rester sur un dépistage annuel. Chez les autres, on peut se poser la question de passer à 2 ans. Je pense que pour le moment, il faut rester simple et rester sur un dépistage annuel. Et puis voilà, j'ai vraiment mis un petit mot sur la radiographie pulmonaire. Elle est voilà, tout à fait inadaptée pour le dépistage. Comme Marion disait, il faut dépister les cancers à un stade précoce, moins d'1 centimètre dans l'idéal. Et bon, la radiographie, on ne détectera pas de nodules avant 2-3 centimètres. Donc c'est vraiment pas du tout la modalité de dépistage. Il faut oublier la radiographie pulmonaire. Un élément important qui avait été précisé notamment sur les recommandations des sociétés savantes, c'est qu'il faut quand même informer le patient sur les modalités du dépistage, donc par le scanner, sur son intérêt. Voilà, il y a une diminution du risque de mortalité par cancer du poumon de plus de 20%. Mais également de ces risques. Ça veut dire que si on fait du dépistage, on va tomber sur des lésions qui pourront être bénignes, mais qu'il va falloir surveiller, pour lesquelles on va peut-être faire des biopsies. Donc ça a vraiment plus d'avantages que d'inconvénients, mais il faut que la personne elle soit vraiment au courant des modalités de suivi et puis des conduites à suite qui pourront avoir lieu en fonction de ce qu'on découvre. Et puis, il propose également d'aider au sevrage tabagique et même si c'est pas une condition indispensable pour le dépistage, en tout cas le favoriser. Alors, de façon un peu plus concrète, comment se fait le dépistage par scanner? Alors, on va tout d'abord détecter les lésions pulmonaires, et pour ça, on va s'aider, en plus de la lecture par le radiologue, d'un CAD. Donc, c'est un logiciel qui permet de détecter les nodules et donc d'être sûr de ne pas passer à côté des nodules qu'on n'aurait pas vus sur une première lecture. Après, une fois la détection réalisée, l'objectif, c'est d'évaluer la probabilité de malignité. Et dans ce cas-là, on évalue la densité, la morphologie, la taille et le caractère évolutif. Je vais vous montrer juste après quelques exemples. Et l'intérêt du dépistage, c'est pas que pour le cancer du poumon, c'est également permettre de détecter d'autres anomalies, un emphysème chez des patients qui sont très souvent fumeurs, une pneumopathie interstitielle qui peut également être retrouvée chez des patients fumeurs, une atteinte coronarienne, des calcifications en tout cas qu'on pourra voir sans problème sur le scanner sans injection, chez des patients qui sont âgés, fumeurs ou anciens fumeurs. Les facteurs de risque cardiovasculaire sont là, et donc avoir une évaluation cardiaque même juste par un scoring calcique est intéressante avec ce scanner. Donc voilà, ça donne des informations sur le poumon, sur la recherche d'une lésion suspecte, mais également de façon un peu plus large sur l'atteinte coronarienne, également sur l'ostéoporose. Je vous montrerai ce qu'on analyse et voilà. Donc ça, une fois la détection réalisée, on peut tomber donc sur des nodules et là on va le caractériser. Tous les nodules ne nécessitent pas une surveillance, une biopsie ou d'aller plus loin. Mais voilà, on a un algorithme pour avancer, et on commence toujours par évaluer la densité du nodule. Et je vous ai montré les 3 cas de figure. Le nodule solide qui est tout à gauche, qui est vraiment très dense. Le nodule en verre dépoli qu'on voit au milieu, qu'on voit au contact de structures vasculaires et qui est peu dense. En gros, ça n'efface pas les contours vasculaires. Et le 3e cas de figure, qui est le nodule qu'on voit tout à droite, c'est le nodule mixte, qui est une association entre du verre dépoli et de la portion solide. Et c'est important de différencier ces 3 types de nodules, parce que la prise en charge, la réflexion autour n'est pas du tout la même que par exemple avec un nodule solide. Sur les nodules en verre dépoli ou mixte, il faut savoir d'une part qu'ils sont souvent résolutifs. Donc on a ce genre d'image, il faudra toujours contrôler, s'assurer qu'ils persistent avant d'aller plus loin.
Et en plus, la deuxième particularité de ces nodules, c'est qu'ils sont souvent lentement évolutifs. Alors, c'est moins le cas quand on a une portion solide importante, mais en tout cas, des nodules en verre dépoli peuvent rester longtemps stables ou progresser tout doucement. Et c'est vraiment une information à, à avoir, hein, parce que souvent, on peut se faire piéger si on compare juste les derniers scanners. Rapidement, sur les nodules solides, c'est bien de détecter, mais il faut aussi donc caractériser. Il y a certains nodules pour lesquels il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce qu'ils ont des critères évidents de bénignité. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Ce duo, ce sont des nodules où on voit une calcification à l'intérieur, une calcification au popcorn, qui a un aspect typique d'amartochondrome. Et l'image en dessous, c'est également un amartome, avec cette fois-ci pas des calcifications, mais des plages très, très noires, très hypodenses à l'intérieur, qui témoignent de présence de graisse. On fait une mesure de densité pour être très, très précise et mettre en évidence cette graisse. Et là, on est sûr que c'est un amartome. Donc voilà, quand on a ce genre d'image, on est rassuré, on sait que c'est bénin. Encore une autre image de nodule bénin pour lequel il va pas falloir faire de surveillance, et c'est pour ça que c'est important d'avoir les bons critères pour savoir ceux qu'il faut emmener jusqu'à la RCP et discuter, et ceux qu'on peut on va dire banaliser. Ça, ce sont des aspects de nodules, de ganglions intrapulmonaires. Donc c'est une situation très fréquente au niveau du poumon, avec un aspect triangulaire de moins d'un centimètre à proximité de la plèvre, de forme aplatie, sous la quérène. Quand on a ces critères-là, on est rassuré. Ce sont des ganglions et il n'y a pas d'inquiétude. Donc ça, c'était sur les caractéristiques de densité, d'aspect. On fait une analyse volumétrique et on fait une comparaison volumétrique pour s'assurer que le nodule augmente ou pas. Et voilà, ça c'est un exemple, un nodule. Alors il est tout petit en base gauche. On a fait une volumétrie. Et là, on a vraiment quelque chose d'objectif qui montre qu'à 6 mois, il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Voilà, les quelques millimètres cubes qui changent ne sont pas suffisants pour considérer qu'il y a une évolution. Il faut vraiment que ça augmente d'au moins 25% en volumétrie pour que ça soit significatif. Mais en tout cas, c'est un élément important. On fait des mesures de volume pour s'assurer pour s'assurer de l'évolution. Et enfin, la dernière chose importante sur la caractérisation, c'est évaluer l'évolutivité. On va toujours recommander à ce que le patient qui a des scanners, on puisse comparer avec les examens précédents, qu'il puisse apporter ses anciens, parce que finalement, c'est dommage de passer à côté, de perdre du temps, ou de faire un excès d'exploration. Si on a la possibilité de comparer avec les examens précédents, on va pouvoir avancer sur le diagnostic. Et par exemple, là, c'est un exemple de nodule qui au départ était pratiquement que en verre dépoli. Et vous voyez, ça a évolué tout doucement sur 5 ans pour devenir un nodule qui est plus grand et également plus dense avec une portion solide. Donc, d'où l'importance d'avoir... alors là, c'était parce qu'on voulait spécialement d'attendre aussi longtemps, mais en tout cas, prendre du recul, avoir l'antériorité pour se dire, ben là, on voit l'évolution, on n'attend plus, on sait que c'est quelque chose qui est évolutif et qui est fortement suspect. Voilà, alors l'objectif, c'est pas de vous faire apprendre cet algorithme, c'est juste pour vous montrer que pour chacun des nodules, que ce soit les nodules solides, les nodules en verre dépoli et les nodules mixtes, on a mis en place, avec les différents intervenants du centre de pathologie thoracique, un algorithme qui tient compte des recommandations et des pratiques du centre pour décider finalement d'une conduite à tenir en fonction de ce qu'on découvre au niveau du scanner. Si on a un nodule mixte, en fonction de sa taille, de l'évolution, quelle est la prise en charge, quelle est la conduite à tenir. Et c'est ça le plus important, à la fin du scanner, quel est le résultat du dépistage? Soit on considère qu'il est négatif, il n'y a rien d'évolutif. Le nodule a un aspect typiquement bénin, donc on considère que le dépistage est négatif, et là, on continue la surveillance annuelle avec un prochain scanner 12 mois plus tard. Sur le résultat, il est indéterminé, et ça on le précisera sur le compte-rendu, et dans ce cas-là, il faudra contrôler. À quelle fréquence? Ben ça sera l'algorithme qui définira en fonction de la taille, de la densité, quel est le rythme de surveillance, est-ce qu'il faut faire un contrôle à 3 mois, à 6 mois, et éventuellement avec antibiotiques.
Et le dernier cas de figure, et c'est pour ça que je le mets en rouge, c'est voilà, le dépistage est positif, on a quelque chose de fortement suspect, soit parce qu'on a un caractère évolutif, soit par rapport à sa taille, son aspect, sa densité, on est, on va dire, inquiet et on veut aller plus loin. Et dans ce cas-là, quand le dépistage est positif, ce qui est recommandé, c'est une consultation spécialisée et une discussion en RCP. Donc là, juste un petit mot sur la biopsie pulmonaire. Ça fait partie des modalités qu'on propose en radiologie. Si, suite à la RCP ou à la consultation spécialisée, une analyse histologique est nécessaire avant d'aller plus loin. Pour terminer sur ce dépistage, voilà, j'avais insisté sur les autres anomalies qui montrent quand même l'intérêt de ce scanner de dépistage, en plus de détecter les cancers du poumon. Et ben on détecte les calcifications coronariennes. Et donc il y avait une recommandation de faire un scoring qui est différent du scoring calcique fait par les cardiologues, qui nécessite un scanner avec synchronisation. Là, juste sur scanner sans injection, même synchronisé, on peut faire une évaluation approximative de l'importance des calcifications et si elles sont élevées, recommander un avis cardiologique pour évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire et peut-être aller plus loin en fonction des symptômes. Les autres anomalies qui peuvent être détectées, c'est des signes d'ostéoporose. Donc on peut mettre en évidence des fractures tassement, c'est le cas par exemple là sur une vertèbre dorsale. Et puis on peut faire une mesure de densité, ce qui est recommandé, donc c'est à hauteur de T8, mesurer en fenêtre médiastinale et à distance des corticales la densité. Et si on a une densité faible, ça oriente vers une déminéralisation et on peut orienter vers une consultation rhumatologique et puis une confirmation par ostéodensitométrie. Et puis voilà, pour terminer, les autres anomalies, les lésions emphysémateuses, en fonction de l'importance et de retentissement, orientées vers une consultation pneumologique. Y a-t-il des signes de pneumopathie interstitielle? Il y a quand même beaucoup de pneumopathie interstitielle qui sont liées au tabagisme. Et donc c'est intéressant, si on les découvre sur le scanner de dépistage, de pouvoir orienter vers une prise en charge pneumologique. Et voilà, pour terminer, l'une des anomalies qui peuvent être également détectées, c'est la dilatation de l'aorte thoracique et qui pourra être évaluée par un scanner dédié si on a déjà sur le scanner sans injection une dimension de plus de 4 cm. Voilà, en conclusion, dernière diapo, le dépistage, oui, parce que il y a une réduction de moins 20% du risque de décès par cancer. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut dire aux patients. Il faut que les professionnels soient au courant et que l'information soit transmise sur l'importance de ces dépistages dont l'intérêt n'est plus à démontrer. Voilà, si on veut synthétiser, quelle est la population? Donc, c'est les sujets de plus 50 ans, fumeurs ou anciens fumeurs de moins de 15 ans, qui ont fumé moins 15 paquets années. C'est un peu raccourci, mais je pense que c'est intéressant d'avoir des informations un peu synthétiques pour s'en souvenir. On fait un scanner sans injection low dose annuel. Et ce qui sera transmis, donc c'est un compte rendu structuré qui déterminera si le dépistage il est négatif, indéterminé ou positif. En fonction de ce résultat, quelle est la conduite à tenir? Et puis il y aura toujours une information qui apportera des éléments complémentaires si nécessaire sur les calcifications coronariennes, l'ostéoporose, et avec une orientation vers un cardiologue, vers un rhumatologue ou un pneumologue. Noa Chabal, je suis pneumologue au sein de la clinique et je vais vous parler un peu de questions pratiques. On va parler du parcours du diagnostic rapide du cancer du poumon. J'ai choisi de commencer par un cas clinique, un patient, monsieur C, un patient de 74 ans, tabagique actif, 15 paquets années. Il a un syndrome de Pancoast-Tobias qui traîne depuis juillet. Et finalement, il a une consultation spécialisée le 30 mars 2024 suite à un scanner thoracique qui retrouve une masse du lobe supérieur droit. Là, c'est le scanner avec la lésion. On voit qu'elle est prétrachiale à droite. Il a une échoendoscopie, donc la consultation, c'était le 30 mars. Il a une échoendoscopie le 4. Le diagnostic, il est fait une semaine après. On a un adénocarcinome. Il a un bilan d'extension le 16 et l'RCP est le 23 avril. Et donc, tout ça pour vous montrer le délai de prise en charge de ce patient.
et le délai de prise en charge des cancers du poumon est important. Il y a eu des études qui ont montré que, comme cette étude australienne, qui a montré que pour les stades localisés, le stade 1 et 2, il y avait un impact délétère entre le délai de diagnostic et la chirurgie sur la survie, avec une survie avec un risque de décès qui augmentait de 4% pour toute semaine supplémentaire entre le diagnostic et la prise en charge chirurgicale. Et donc, le plan cancer a recommandé du coup des prises en charge un peu multidisciplinaires, la mise en place de parcours de diagnostic rapide, afin de garantir aux patients et aux médecins traitants une prise en charge rapide et adaptée aux patients avec une forte suspicion diagnostique de cancer pulmonaire. Avec la mise en place de réseaux, un numéro de téléphone dédié pour le médecin traitant pour qu'il puisse intervenir rapidement et puis pour qu'on puisse s'occuper aussi du patient rapidement parce que comme on sait, il y a une anxiété aussi importante dans la prise en charge du cancer du poumon, entre la première radio ou scanner qui découvre une opacité suspecte et le diagnostic. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place, que c'est mis en place déjà un peu partout, notamment en Île-de-France, et c'est l'Institut national de cancer qui le recommande, un parcours de diagnostic rapide qui associe un numéro de téléphone et un mail unique, organisé autour du patient avec un parcours qui est dédié au médecin traitant pour qu'il puisse contacter rapidement les collègues spécialistes pour la mise en place et la prise en charge des fortes suspicions de cancer pulmonaire. Et donc, pour réduire le délai de prise en charge entre le diagnostic et le traitement. L'hôpital 2 jours de diagnostic rapide, ou le parcours de diagnostic rapide, englobe une consultation spécialisée, des examens complémentaires qui regroupent 3 ou 4 examens qui regroupent le bilan d'extension en fait, et un scanner thoracique injecté pour le chirurgien pour qu'il puisse bien repérer les nodules qui sont inférieurs à 1 cm ou les stades vraiment très localisés. Des explorations fonctionnelles respiratoires avec des explorations complètes avec des LCO et donc la prise en charge aussi globale du patient sur le plan cardiologique avant éventuellement une prise en charge chirurgicale. Là, je vous ai mis des photos de notre hôpital de jour à la clinique Ambroise Paré, où on a mis en place ça depuis l'année dernière. Et donc, on a un parcours diagnostic rapide, où on a une infirmière coordinatrice qui permet de prendre en charge le malade, où le malade, il a 3 à 4 examens, au moins 4 examens complémentaires le même jour. Voilà, donc avec tout ça, bien sûr, après l'hôpital de jour, le parcours diagnostic rapide, il englobe cette première consultation, l'hôpital de jour avec le bilan d'extension, un plateau technique diagnostic qu'on a ici, nous, au 48 Terre. L'hôpital de jour, il est au 27 boulevard Victor Hugo. Et donc, une fois que le patient il a ses examens complémentaires, on passe au diagnostic qui peut être fait du coup par les différentes techniques qu'on vous a montrées. Pour les tumeurs centraux, ça peut être la fibroscopie, l'échondoscopie, et pour les tumeurs périphériques, mini-sonde ou biopsie sous scanner. On discute des cas du coup en RCP après ce bilan de diagnostic rapide ou ce parcours, la consultation d'annonce qui est faite par l'oncologue et on commence le premier traitement. Pour le contact de cet hôpital de jour, donc je vous ai mis un peu les informations avec notre infirmière coordinatrice, son mail et son numéro de téléphone. Donc un mail où elle peut recevoir les fortes de suspicion diagnostique, si vous avez vraiment un scanner évocateur, vous pouvez envoyer directement un mail à Irène et puis nous, on peut discuter ensemble et programmer les examens. Et par la suite, du coup, dispatcher la prise en charge. Là, je vous ai mis un peu... Christine a parlé suffisamment de la bronchoscopie, mais je vous ai mis aussi une photo de notre bloc AP2 où on fait du coup l'échondoscopie, la mini-sonde et la fibroscopie bronchique. Voilà, je vous remercie. Je vais vous parler quelques minutes concernant la chirurgie des petits nodules, notamment du cancer, des petits cancers bronchopulmonaires. Alors, je vais commencer aussi, comme moi, par un cas clinique.
Donc, vous avez ici un scanner d'une jeune patiente de 42 ans, non fumeuse, chez qui on trouve un petit nodule mixte de 1 cm du lobe supérieur droit. Eh bien, souvent, quand on trouve ces nodules, les premières choses qu'on fait, on fait une surveillance. Donc, on le surveille, premier scanner 6 mois, 1 an, 2 ans. Bon, ça ne bouge pas ou ça augmente d'un millimètre. C'est toujours faiblement hypermétabolique au TEP scanner, non hypermétabolique. Mais au bout de 2 ans, on ne sait toujours pas quoi faire. Donc, le patient nous dit, écoutez, docteur, là, aujourd'hui, j'ai une 8e scanner de surveillance, que faire? Et donc, à un moment donné, on est obligé de dire au patient, et on est obligé de dire que on enlève ce nodule devant une suspicion d'un petit carcinome bronchopulmonaire. Et donc, on enlève ce nodule, mais la question se pose, comment on enlève ce nodule? Donc, en chirurgie thoracique, il y a plusieurs types de résection pulmonaire. Il y a ablation du poumon entièrement, pulmonectomie, lobectomie, et les résections infralobaires ou sous-lobaires, qui sont des segmentectomies, une segmentectomie ou des segmentectomies multiples, ou une exérèse atypique, qu'on appelle couramment wedge résection. C'est l'exérèse du poumon qui ne respecte pas les limites anatomiques et on enlève le nodule de façon un peu atypique, sans respecter les plans intersegmentaires. Et donc, depuis plusieurs décennies, c'était une lobectomie qui était le traitement de référence. Alors, le problème avec de lobectomie, on s'est rendu compte que plus de poumons on enlève, plus il y a de morbidité et mortalité. La conclusion, on voit bien que moins du poumon on enlève, moins il y a de complications et moins de mortalité. Alors, donc, une fois on a décidé d'enlever ce nodule, on peut enlever par plusieurs voies. D'abord, donc, classiquement, c'est une thoracotomie que nous, on ne fait plus parce que thoracotomie classique, ça fait mal. Après, le développement était qu'on faisait des thoracotomies de plus en plus petites et puis vidéo-assistées. Puis on est passé complètement en vidéothoracoscopie et maintenant, on ne fait que la chirurgie robot-assistée. En tout cas, dans notre centre, la totalité de résections carcinologiques sont réalisées avec un robot XI, sauf quelques cas exceptionnels pour tumeurs très grosses. En tout cas, c'était une excellente manière d'introduire Stanislas. Donc, c'est le topo, a priori le dernier topo, qui, en tant qu'oncologue, va nous parler du traitement périopératoire du cancer du poumon. Donc, on ne va pas parler d'épidémiologie, mais un petit peu quand même. Donc, je commencerai par resynthétiser toutes les données épidémiologiques qui ont été à nouveau présentées par nos collègues. Le cancer du poumon, c'est la première cause de décès par cancer dans le monde. Première cause chez les hommes, deuxième cause chez les femmes derrière le cancer du sein. Et en France, la situation est tout à fait équivalente à la situation mondiale. C'est-à-dire qu'en termes d'incidence, le cancer du sein, du poumon, c'est le deuxième le plus fréquent chez les hommes, après le cancer de la prostate, le troisième chez les femmes, après le cancer... Ça marche là ? Le troisième chez les femmes, après le cancer du sein et le cancer du côlon. Et par contre, ça reste la première cause de mortalité par cancer chez les hommes et chez les femmes. En France, c'est 52 000 nouveaux cas en 2023. Et en 2018, c'était responsable de 33 000 décès. Donc on a toujours, vous le voyez bien sur ces chiffres, à peu près les 3/4 des patients chez qui on va diagnostiquer un cancer du poumon qui vont en décéder. Ça, c'est la réalité des chiffres aujourd'hui. L'âge moyen en diagnostic, c'est 68 ans chez les hommes, 66 ans chez les femmes. Et donc, vous voyez que, compte tenu de toutes ces données-là, il est évident que le dépistage, c'est important. Il est évident que les procédures diagnostiques sont importantes. Il est évident que la chirurgie, c'est important. Mais il est évident que c'est pas suffisant. Et en effet, aujourd'hui, le cancer du poumon, si on prend les données épidémiologiques globales, si on prend l'ensemble des cas de cancer du poumon diagnostiqués en France, la survie à 5 ans, c'est 20%. C'est-à-dire 80% des gens chez qui on va dépister un cancer du poumon vont en décéder dans les 5 ans. Et cette survie est très fortement corrélée au stade au diagnostic, d'où l'intérêt du dépistage. Et ce qu'on voit, vous voyez les chiffres.
c'est que pour les cancers localisés, c'est-à-dire les stades 1 et 2, les stades 1 et 2 sont donc des petits stades, des tumeurs pas très grosses, avec au pire un petit ganglion satellite. On voit d'abord que la fréquence au diagnostic est finalement assez faible. On n'a que 30% aujourd'hui des cas de cancer du poumon qui sont diagnostiqués à ces petits stades, mais que la survie relative à 5 ans reste quand même très mauvaise, puisqu'on n'a que 52% de survie relative à 5 ans pour ces petits stades, ce qui veut dire qu'on va perdre dans ces 5 ans 48% des patients d'une récidive de cancer. Donc à nouveau une place assez évidente pour un traitement complémentaire à la chirurgie. Pour les stades localement avancés, les statistiques sont encore plus mauvaises, puisqu'on a 23% de survie à 5 ans pour ces stades 3. Donc les stades 3, c'est des tumeurs beaucoup plus volumineuses ou avec une atteinte médiastinale un peu plus avancée. Et pour les stades 4, on n'a pas beaucoup progressé, on est toujours entre 3 et 10% de survie à 5 ans. Pour considérer qu'il faut faire un dépistage d'un cancer aujourd'hui dans le monde, il faut que la maladie représente un important problème de santé publique, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est surtout les critères 2 et 3 qui sont importants. Il doit exister un traitement accepté par les patients dont la maladie a été confirmée. Donc oui, il existe aujourd'hui des traitements du cancer du poumon, des traitements chirurgicaux conservateurs, infralobères. Il existe aussi des traitements médicaux, et on en reparlera. Et les équipements diagnostiques doivent exister. Alors là, je pense que vous êtes aussi tous convaincus que les équipements diagnostiques existent en fibroscopie interventionnelle et que les équipements diagnostiques existent aussi en radiologie, notamment en radiologie low-dose. Mais les traitements doivent aussi exister. S'il n'y a pas de traitement, notamment traitement médical, l'intérêt du dépistage devient discutable. Il faut forcément qu'il y ait un traitement complémentaire pour qu'il y ait un bénéfice en survie à diagnostiquer précocement des cancers du poumon. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans les quelques slides qui suivent. Et effectivement, sur les 20 dernières années, la prise en charge thérapeutique des cancers du poumon a énormément évolué. Ça, c'est un arbre de décisionnel thérapeutique il y a 20 ans. C'est que moi, quand j'ai fait mes études, on étudiait ça. C'était pas très compliqué, le cancer du poumon. Globalement, il y avait un traitement de première ligne qui marchait un petit peu. Il y avait un traitement de deuxième ligne qui marchait pas. Et en troisième ligne, on faisait n'importe quoi. Donc, globalement, nos patients survivaient de manière assez homogène, et c'était assez terrible, environ 12 mois au stade métastatique. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ça, c'est nos arbres décisionnels thérapeutiques, et vous voyez qu'ils se sont énormément complexifiés. On a des arbres diagnostiques un petit peu dans tous les sens, avec un premier embranchement qui se fait sur les cancers du poumon à petites cellules versus non petites cellules. Et dans les cancers du poumon non à petites cellules, qui sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui, on a deux gros embranchements, les carcinomes épidermoïdes, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'options pour les carcinomes épidermoïdes, et les adénocarcinomes. Alors pourquoi est-ce qu'on a démembré les adénocarcinomes? C'est qu'on s'est rendu compte que ces maladies adénocarcinomateuses étaient fréquemment porteuses de mutations ponctuelles qui expliquaient en partie la prolifération des cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'on avait une mutation responsable d'un cancer pour lequel on avait une drogue éventuellement adaptée. Et vous voyez que aujourd'hui, on a à peu près 40% des cancers du poumon pour lesquels on va mettre en évidence une mutation qui va être accessible à un traitement ciblé. Les mutations les plus fréquentes sont les mutations KRAS, pour lesquelles on a des inhibiteurs spécifiques qui sont déjà développés et en cours de développement. On a des translocations ALK, des mutations BRAF, des translocations MET, ROS1, NTRK. Et pour chacune de ces mutations, on a aujourd'hui des traitements spécifiques qui ont montré un véritable bénéfice thérapeutique sur les stades métastatiques. Et le plus emblématique, ce sont les inhibiteurs de l'EGFR. Donc l'EGFR, c'est un petit gène qui est muté dans à peu près 20% des adénocarcinomes. Ces mutations sont retrouvées de manière d'autant plus fréquente chez les femmes, chez les non-fumeuses et chez les asiatiques, pour des raisons qu'on n'explique pas très bien. C'est-à-dire qu'une patiente qui présente un cancer du poumon, qui est asiatique et qui n'a jamais fumé, a une probabilité de présence de cette métastase qui est de l'ordre de 70%. Alors qu'un cancer du poumon chez un homme fumeur, la probabilité de retrouver cette mutation est plutôt de l'ordre de 5%. Donc on a vraiment une très belle corrélation entre la clinique et la présence de cette mutation. Et on a aujourd'hui, maintenant, depuis une vingtaine d'années, des inhibiteurs spécifiques qui ont été développés, ce qu'on appelle les inhibiteurs tyrosine kinase de l'EGFR. Et on en est aujourd'hui à la 3e génération, avec notamment une très belle molécule qui s'appelle l'osimertinib, qui jusqu'à récemment était réservée à des stades métastatiques, en première ou en deuxième ligne, et qui maintenant se retrouve à des stades beaucoup plus précoces. C'est ce que je vais vous développer aujourd'hui, c'est quelle est la place de ces traitements ciblés dans le traitement périopératoire des cancers du poumon. Donc, si on reprend cette molécule qu'on appelle le Tagrisso, ça c'est son nom commercial, l'osimertinib, c'est sa DCI. Donc c'est un inhibiteur tyrosine kinase qui est disponible par voie orale, une administration très simple, un comprimé par jour. Et pourquoi cette molécule elle est très jolie? C'est qu'en fait elle va inhiber uniquement les formes mutées de GFR. Elle ne va pas inhiber les formes sauvages, ce qui veut dire que ça limite grandement la toxicité. Il y a très peu de toxicité en pratique. Quelques diarrhées, parfois une petite sécheresse cutanée, parfois quelques petits rash acnéiformes, mais globalement, c'est un médicament qui passe extrêmement bien.
Il est extrêmement efficace dans les phases métastatiques. On a plus de 80% de contrôle tumoral. En général, les gens vont très bien, sans récidive, pendant 2 à 3 ans. Et dans les phases plus précoces, il y a un essai qui a été publié récemment, en 2020, qui s'est intéressé de savoir si, justement, chez les patients opérés, il pouvait y avoir un intérêt, lorsqu'on retrouve cette mutation, à leur administrer d'emblée du Tagrisso pour limiter le risque de récidive. C'est l'objet de cette étude, qu'on appelle l'étude ADORA, qui a randomisé 682 patients en 2 bras. Donc c'est une étude qui est tout à fait simple. Cancer du poumon opéré, petit stade, présence d'une mutation EGFR commune. Et donc ces 2 bras sont tout à fait simples. Osimertinib pendant 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? Ça c'est très discutable. En tout cas 3 ans de traitement. Versus un placebo. Et là on retrouve des courbes qu'on voit assez rarement en cancérologie. À 2 ans, par exemple, on a 90% des patients qui ne présentaient aucune rechute dans le bras Tagrisso versus 44% dans le bras placebo. Donc on double le pourcentage de patients qui sont en rémission à 2 ans. Donc là, les patients sont encore sous traitement. À 3 ans, on a encore près de 80% des patients qui sont indemnes de toute rechute. Là, ils sont encore sous traitement. Versus plutôt 35% lorsqu'ils sont sous placebo. Et lorsqu'on arrête le traitement par Tagrisso, c'est-à-dire au bout de 3 ans, on voit qu'on atteint un plateau. Donc c'est-à-dire qu'on guérit vraiment des gens avec le Tagrisso. On a à peu près 60% de survie à 5 ans versus 20% dans le bras placebo. Donc vraiment un effet qui n'est pas encore parfait, mais qui est assez phénoménal avec, je me répète, un traitement qui est assez simple à prendre et une qualité de vie qui est tout à fait normale avec ce traitement-là. Autre point important, parce que c'est souvent malheureusement le parent pauvre de la prise en charge des patients en cancérologie, ce sont les métastases cérébrales. On voit que grâce à ce médicament, l'osimertinib, il n'y a quasiment plus aucune métastase cérébrale chez les patients opérés de cancer du poumon présentant une mutation EGFR. On est quasiment à un contrôle tumoral, en tout cas l'absence de récidive tumorale de 100%, versus plutôt 20% des patients qui vont présenter une récidive cérébrale dans le bras placé. Donc un vrai bénéfice, une vraie révolution qui concerne peu de patients finalement. Ça va concerner 10-15% des patients opérés par nos collègues chirurgiens. Il y a d'autres mutations aujourd'hui qu'on sait cibler, notamment les translocations ALK. Il y a eu un essai qui vient d'être publié là, il y a quelques semaines dans une situation tout à fait équivalente, de patients donc opérés d'un cancer du poumon, qui étaient des stades 1, des stades 2 ou des stades 3, présentant donc cette fameuse mutation de translocation d'ALK, pour auquel on a administré de manière randomisée soit de l'alectinib, qui est donc un inhibiteur de ALK, soit alors, un placebo ou pas un placebo, mais de la chimiothérapie qui honnêtement ne fait pas grand-chose dans cette situation-là. Et ce qu'on observe à nouveau, c'est un vrai bénéfice en survie sans progression. Alors là, vous ne voyez pas très bien, mais on a un hazard ratio à 0,24, ce qui veut dire qu'à chaque instant, on diminue le risque de rechute de 76% lorsqu'on administre de l'alectinib en post-opératoire aux patients présentant une translocation de ALK. On n'a pas encore les données de survie globale, mais on pense que vraiment il y a un bénéfice à le faire. Il n'y a pas encore tout à fait d'autorisation de mise sur le marché parce que ça a été publié ça il y a quelques mois. Mais nous, en pratique clinique, on l'administre déjà. Donc à nouveau, ça concerne très peu de patients. Ça va concerner moins de 5% des patients opérés. Mais en tout cas, il y a un véritable bénéfice à le rechercher. D'abord, cette translocation, qui n'est pas très compliquée à rechercher, on pourra en parler avec nos anapathes. Et il y a un vrai bénéfice à administrer ce traitement en post-opératoire. Il y a à nouveau une prévention très importante du risque de rechute métastatique cérébrale. On n'a quasiment pas de rechute cérébrale avec l'alectinib. Donc ça, c'était le côté traitement ciblé. La deuxième révolution dans les cancers du poumon, et vous en avez tous entendu parler, on en a beaucoup entendu parler cette semaine suite aux résultats à l'ASCO, c'est sur l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment en cancérologie, je voulais juste repréciser ce que c'est que l'immunothérapie dont on parle aujourd'hui dans les cancers du poumon. Donc cette immunothérapie, ce sont des anticorps anti-PDL1. Donc, je vous ai rapidement remis la séquence. L'idée, lorsqu'on développe un cancer, ici par exemple un mélanome, ces cellules mélanocytaires vont être reconnues par des cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules présentatrices d'antigènes activées vont aller dans les ganglions. Ces cellules présentatrices d'antigènes vont activer des lymphocytes T. Ces lymphocytes T deviennent cytotoxiques, remigrent vers la tumeur pour développer l'activité cytotoxique, c'est-à-dire tuer les cellules cancéreuses. Et le problème, c'est que la cellule tumorale est intelligente, c'est qu'elle présente à sa surface une petite protéine qu'on appelle PDL1, qui va rendre la cellule tumorale invisible pour ses lymphocytes T. Donc ça veut dire que quand on a une tumeur qui exprime beaucoup le PDL1, par exemple, et ben les lymphocytes T n'arrivent pas à voir la tumeur, donc le système immunitaire est totalement défaillant. Et ben on a aujourd'hui des anticorps monoclonaux qui permettent de cibler ce PDL1 ou ce PD1, ce qui va rendre la cellule tumorale visible pour le système immunitaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Donc c'est pas de la vaccination, c'est pas des T-CAR-cells dont on entend beaucoup parler, on va vraiment reprogrammer le système immunitaire. Là, c'est une immunothérapie, c'est une stimulation assez générique
du système immunitaire. Mais ça marche extrêmement bien dans beaucoup de cancers, et notamment dans les cancers du poumon. Et donc, je vais vous présenter simplement rapidement une étude. Donc, aujourd'hui, il y a 8 études randomisées qui ont été publiées dans cette immunothérapie préopératoire. C'est à peu près 3000 patients. Et cette étude, c'est une des premières, c'est une étude qu'on appelle l'étude CheckMate, qui a randomisé de manière très simple des patients qui ont des tumeurs opérables, donc des petits stades, soit des tumeurs de plus de 4 cm, soit avec une petite atteinte ganglionnaire. Et on a randomisé 2 attitudes. La première, on fait juste de la chimiothérapie, puis on les opère. Deuxième attitude, on fait de la chimiothérapie, puis avec de l'immunothérapie, et on les opère, et on a observé les résultats d'évolution pour ces patients-là. En termes de survie sans progression, de survie sans récidive, et ben on a une diminution très nette du risque de rechute. On a une survie sans récidive qui est à 20 mois avec la chimiothérapie versus 30 mois avec chimio et immuno. On n'a pas encore les données de survie globale, mais on les pense positives. Et surtout, le taux de réponse complète, ça aussi les anapathes pourraient nous en parler, c'est un facteur pronostic très important. Grâce à la chimiothérapie et à l'immunothérapie, on a 25% des patients qui sont en réponse histologique complète lorsque le chirurgien va les opérer. Et donc, on multiplie par 10 cette probabilité de réponse complète, puisqu'on est simplement à 2% de réponse complète lorsqu'on fait simplement de la chimiothérapie. Donc un véritable bénéfice en survie sans progression et en réponse complète. Donc comme je vous le disais, les données de survie globale ne sont pas tout à fait matures, mais on pense que lorsque les méta-analyses vont être faites sur tous les essais randomisés, le bénéfice en survie globale sera probablement de l'ordre de 40%, ce qui est énorme, parce que la chimiothérapie périopératoire des cancers du poumon, sans immunothérapie, on est sur un bénéfice qui est de l'ordre de 5%. Il n'y a honnêtement pas grand-chose. Et je terminerai par un dernier exemple. Là, on est dans une configuration qui est complètement différente. On était jusqu'à présent sur des tumeurs qui étaient opérables ou opérées, avec un traitement dont le seul objectif était finalement de diminuer le risque de rechute. Mais maintenant, avec la chimio et l'immunothérapie, on arrive aussi à rendre opérables des gens qui ne le sont pas. Là, c'était par exemple une patiente qui avait une énorme tumeur abcédée du lobe supérieur droit, dont la prise en charge chirurgicale aurait nécessité une pneumonectomie. Il y avait également une atteinte ganglionnaire médiastinale de type N2. Donc la pneumonectomie avait été récusée parce que la probabilité de morbidité post-opératoire était importante et la probabilité que la patiente rechute derrière était très importante avec une résection qui aurait été incomplète. Cette patiente a eu de la chimio et l'immunothérapie en induction, 3 cycles. Et au bout de 3 cycles, on voit le poumon droit qui s'est complètement réaéré. Le HIL qui a très bien répondu, une chirurgie conservatrice avec une segmentectomie qui a pu être réalisée, une réponse complète histologique. Donc là, on est dans une configuration différente, c'est rendre opérable des patients qui n'y étaient pas, mais on est à nouveau sur un changement de paradigme assez complet. Donc en conclusion, le périopératoire aujourd'hui, c'est clairement un standard de traitement pour les tumeurs de plus de 4 cm. Est-ce qu'on fait de la chimio-immunothérapie avant? Est-ce qu'on opère? Est-ce qu'on fait de la chimio-immunothérapie après? Est-ce qu'on fait des traitements ciblés? Ça, c'est encore l'objet de discussions de staff d'experts. Pour les tumeurs de moins de 4 cm, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la prise en charge de ces patients, il faut une pluridisciplinarité et une concertation à tous les stades, à toutes les grandes étapes de la prise en charge. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ici, mais comme dans tous les grands centres, une RCP hebdomadaire. C'est que tous ces cas sont discutés une fois par semaine à toutes les étapes de leur prise en charge. Marion, j'étais ravi de cette soirée. Donc, je représente la CPTS de Neuilly-sur-Seine qui a collaboré à cette soirée. Merci pour cette conclusion tout à fait positive sur les traitements qui nous amènent vraiment un peu d'espoir. Au départ, on se dit, oh là là, mais on diagnostique, mais vers quoi on va? Et là, c'est vraiment de terminer sur une note positive. Alors, moi, je suis CPTS, donc je ne représente pas que médecin, donc médecin, mais la CPTS, c'est toutes les spécialités médicales, c'est toute la profession de santé. Et je me place aussi en disant, j'ai un patient que je veux faire détecter, comment je fais? Je vous l'adresse, comment ça va se faire directement? J'ai vu qu'il y avait un numéro. Concrètement, que je sois médecin du travail, que je sois kiné, je vois quelqu'un, je me dis, mais celui-là, il ne va pas bien, je vais l'envoyer. Concrètement, je l'envoie, qu'est-ce que ça va lui prendre? Il va être pris en charge complètement, quel est le coût? Et à la suite de cette prise en charge, ça va aller jusqu'au bout. Alors, je vais répondre un peu pour tout le monde. Globalement, ce qu'on a essayé de montrer aussi ce soir, c'est qu'il y avait plusieurs points d'entrée. À partir du moment où on est dans une collaboration qui est dans une équipe multidisciplinaire, l'entrée, elle peut se faire par les pneumologues en consultation.
Ça peut être aussi un point d'entrée avec les chirurgiens qui vont après faire le bilan qui est nécessaire. En fonction de niveau d'inquiétude, ça peut être un point d'entrée directement avec l'oncologie. Et puis pour le dépistage, ça peut être un point d'entrée par la radiologie et ensuite qui dispatche au médecin qui semble le plus approprié. Donc il y a des numéros de téléphone qui ont été donnés, qui peuvent être retrouvés sur le site. Il y a des mails aussi qui existent. Globalement, nous sommes tous assez disponibles et donc on répond aux messages au téléphone. S'il y a une prise en charge qui est faite, c'est secteur 1, secteur 2, secteur... Mais le principe sur l'oncologie thoracique, on est dans un établissement libéral, donc il y a des gens qui font du dépassement d'honoraires, mais le principe, c'est le reste à charge zéro. Parce que les gens, la sécurité sociale, on l'a tous en France, a priori. Et après, les mutuelles, les gens en ont tous. Donc le principe de reste à charge zéro, c'est faire travailler les mutuelles comme elles sont censées le faire. Voilà. Mais l'idée est de pouvoir soigner tout le monde et de ne pas empêcher quelqu'un de se soigner pour des problèmes financiers. Et c'est une priorité de notre manière de travailler dans la maison. Pour l'hôpital de jour, c'est secteur 1. Et l'hôpital de jour est en secteur 1. Voilà. Merci.